j'avais évoqué les statues menhirs. Les statues menhirs, ce sont des mégalithes. Mégalithe en grec, ça veut dire grosse pierre, mais qui ont la particularité, contrairement aux menhirs simples, d'être gravés ou sculptés. Les gravures et les sculptures sont d'aspect anthropomorphe, c'est-à-dire ça représente des hommes ou des femmes. Et ces monuments étaient disposés dans les territoires, le plus souvent isolés, un peu comme des bornes, et parfois en alignement. Un peu pensé, si certains connaissent cela, à l'île de Pâques, il y a des alignements de morailles, ce que les Polynésiens appellent les morailles. C'est un peu le même phénomène. Alors ces statues menhirs, on les trouve en Europe dans diverses régions, à l'âge du cuivre, dans d'autres régions à l'âge du bronze. Et elles forment des groupes stylistiques, c'est-à-dire il y a un peu des écoles, si vous voulez, de sculpture différentes selon les régions. Voilà, par exemple, une carte extraite d'un ouvrage fait par des collègues espagnols qui représente les diverses concentrations de statues menhirs en Europe. Alors, les plus importantes, c'est le Midi de la France, le Val d'Aoste et le Valais en Suisse, et l'Ukraine. C'est là qu'il y a des très grosses concentrations pour l'âge du cuivre. Ensuite, on a des concentrations importantes en Corse pour l'âge du bronze. Ce sont en général des guerriers qui sont représentés avec une épée, et des concentrations moins importantes dans divers autres points. Donc en gros, c'est un phénomène quand même global à l'échelle de l'Europe qui correspond à la période entre 3000 et 1500 à peu près, avant notre ère, pour ces monuments. Alors, les nôtres, c'est-à-dire le groupe symphonien et Rouergue, c'est le plus important du Midi parce qu'il regroupe 150 monuments. Et ces monuments sont répartis dans les monts de la Cône, à la limite au carrefour des départements actuels de l'Aveyron, du Tarn et de l'Hérault. Alors en voilà une, c'est la plus grande, elle est à la Cône, c'est la pierre plantée. C'est un monument qu'on peut visiter, il y a un parking qui a été aménagé. Malheureusement, les signes qui sont gravés dessus sont en grande partie effacés parce que cette statue n'a pas bougé depuis 5000 ans. Et elle est restée soumise à la pluie, à l'érosion, au lichen, aux mousses. Vous voyez, il y a des mousses qui poussent dessus. Donc ça abîme la roche, mais enfin, il reste quand même quelques traces d'une ceinture et d'un objet. En voilà d'autres. Alors, dans certains cas, nos amis aveyronnais ont fort justement mis les vraies statues à l'abri dans des musées. Ils ont fait des copies, ils ont fait faire des copies à des sculpteurs, et ils ont replacé les copies dans la nature, à l'emplacement où on les a trouvées. Je trouve que c'est la meilleure solution, parce qu'une grande partie des statues menhirs ont été trouvées dans des terrains privés. Les propriétaires, persuadés que ça a une grande valeur, les gardent jalousement chez eux, et ils les mettent dans la cour de ferme, et puis un jour, en reculant le tracteur, ils les cassent en deux. Bon, c'est arrivé. L'idéal, c'est quand même de faire des petits musées pour conserver les véritables et de mettre des copies dans la nature. Alors, en voilà une autre qui est restée en place depuis 5000 ans. C'est celle de la Laouzette au Nage, dans le Tarn. Voilà comment ça devait se présenter à l'époque. Il y a des pierres sculptées qui ont été trouvées au XIXe siècle et n'ont pas attiré l'attention des savants. Les premières qui ont été, d'ailleurs qui sont les plus remarquables, ont attiré l'attention d'un abbé, l'abbé Frédéric Hermé, qui a commencé à les publier vers la fin du XIXe siècle. Alors il les a d'abord publiés dans des revues locales, comme le Moniteur de l'Aveyron. Je crois que cette revue n'existe plus, mais elle doit être très difficile à trouver.
Mais ensuite, il a publié à Paris dans des grandes revues, et il est allé dans des congrès internationaux, ce qui a validé vraiment, pour la première fois, ces monuments. Donc cette dénomination statue menhir, on la doit à l'abbé Hermé, qui l'a publiée pour la première fois en 1898, et elle a été entérinée par le monde savant en 1902 au Congrès d'anthropologie de Paris. Alors la définition, ce sont des statues, parce qu'elles sont sculptées sur toute leur face, contrairement aux stèles, qui sont sculptées que sur une seule face. Et on peut les considérer comme des menhirs parce que ce sont des grosses pierres qui étaient plantées dans la nature comme des menhirs. Elles sont préhistoriques d'après les objets qui sont figurés sur les faces. Et d'autre part, elles témoignent d'une standardisation en style qui prouve l'intention de représenter quelque chose de codifié. Vous allez voir, dans tous les exemplaires que je vais montrer, c'est très codifié. Alors, les sociétés préhistoriques ont dû leur accorder une grande importance parce que on s'est aperçu que, bon, d'abord, c'est des pierres qui font plusieurs tonnes, hein, et parfois elles ont été acheminées, probablement sur des rondins ou sur des systèmes de chemins avec des rails en bois, sur plus de 10 km. Donc vous imaginez la force qu'il a fallu déployer, le temps qu'il a fallu pour, d'une part, pour les sculpter, et ensuite pour les mettre en place aux endroits voulus. Alors les travaux universitaires ont commencé dans les années 30 par la thèse du commandant Octobon. Le commandant Octobon, c'était un militaire qui aimait l'archéologie et qui la faisait en amateur. Et il a passé une thèse sur toutes les figurations qu'on connaît en France pour le néolithique. Ensuite, il y a eu le docteur Jean Arnal, qui est le pionnier de la préhistoire en Languedoc. Jean Arnal, en fait, était un médecin qui habitait à Saint-Martin-de-Londres, enfin dans le secteur de Saint-Martin-de-Londres. Et pendant la guerre, je l'ai connu, moi, il me disait, bon, les gens n'étaient pas malades, ils n'avaient rien à manger, donc ils n'étaient pas malades. Et puis il trottait aussi, il trottait pour trouver. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il allait visiter les monuments, il allait fouiller, et c'est lui qui a créé, en gros, la préhistoire du Languedoc. Et il s'est particulièrement intéressé aux statues menhirs. Alors là, on le voit en train de faire quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire en train de repasser avec un fusain le décor de l'objet. L'objet, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. C'est une espèce d'objet triangulaire avec une boucle au bout. Et la ceinture, vous voyez, la ceinture horizontale, plus les deux jambes de la statue de la cône, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc aujourd'hui, évidemment, ces pierres, elles sont classées monuments historiques. Elles sont protégées, on n'a pas le droit de les toucher, de les frotter ou de repasser à la craie les décors. Un autre chercheur qui est dans la même génération que moi, André Danna, qui était à Aix-en-Provence, a fait sa thèse sur les statues menhirs du Midi. Il a comparé celle du Rouergue avec celle de Provence et du Languedoc. Ensuite, nous avons Jean-Pierre Serre, qui est le conservateur du musée de Roquefort-sur-Soulzon, qui a fait la première synthèse sur le groupe Rouergue en 1997. Alors l'ouvrage magistral le plus important sur les statues menhirs, c'est celui-ci, c'est le catalogue du musée Fenaille de Rodez. C'est d'ailleurs au musée Fenaille qu'est conservée la plus grande collection de statues menhirs avéronaises. Ces statues menhirs, pour la plupart, ont été acheminées à ce musée via la Société archéologique de l'Aveyron à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire toutes celles qui ont été trouvées anciennement par l'abbé Hermé notamment. Vous savez, l'Église est une structure hiérarchisée, donc c'est parti au siège de l'évêché à Rodez. Mais il faut savoir qu'à Rodez, il n'y a aucune statue menhir dans la nature. Elles viennent toutes du sud-Aveyron. Alors les sud-Aveyronnais, ils ne sont pas contents. À Rodez, ils nous ont piqué toutes les statues.
Du coup, ils essaient, maintenant quand ils les trouvent, ils essaient de les garder dans leur pays, ce en quoi ils ont parfaitement raison, évidemment. Alors, un autre personnage important pour les statues menhirs, c'est Gabriel Rodriguez, qui a créé le musée des statues menhirs à Saint-Pons, qui est dans le même bâtiment que le parc régional de Languedoc, et qui a organisé à Saint-Pons 2 grands colloques, qui a publié des ouvrages donc, sur ces statues menhirs, plutôt celles des monts de la Cône et de l'Espinouse, c'est-à-dire celles qui sont immédiatement à côté de Saint-Pons. La dernière synthèse en date, c'est celle de notre ami Michel Maillet, que notre laboratoire a édité en 2010. Michel Maillet, c'est un éleveur de brebis, qui fait du fromage, qui habite à Belmont et qui a trouvé 7 ou 8 statues menhirs dans ses propres propriétés. Il s'est documenté, il a écrit un ouvrage énorme. C'est un personnage vraiment intéressant, qui est président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais et qui organise des réunions chaque année. Alors, comment les caractériser? D'abord, il y a des hommes et il y a des femmes. Toutes les statues menhirs du Rouergue, du groupe de Saint-Pons, sont à peu près du même style. Elles sont à la fois réalistes, c'est-à-dire on reconnaît quand même des hommes et des femmes. Il y a un aspect quand même symbolique, il y a des sortes de codes qui sont appliqués. Par exemple, là, sur celle de droite, qui est un homme, donc, on voit un arc et une flèche, mais vous voyez, ils sont disproportionnés. Ils sont très petits par rapport à la taille que devrait avoir un arc normal. Un arc normal, c'est 2 mètres de long. C'est plus un symbole qu'une figuration fidèle, je dirais. Les hommes et les femmes sont tous représentés en position assise. Pourquoi? Parce que vous voyez que les genoux sont au niveau de la ceinture. Donc on ne voit pas les cuisses. Ils sont représentés assis. Probablement sur une espèce de trône, un peu comme nos madones qui sont en majesté dans les églises. Les femmes ont, outre les attributs qui les caractérisent, on les reconnaît par les seins. C'est le symbole anatomique pour les femmes. Pour les hommes, le sexe n'est jamais représenté, ils sont représentés toujours habillés. Quant au visage, on a des expressions très différentes. Ça peut être un simple ovale, sans aucun dessin. Ça peut être avec le T facial, c'est-à-dire les arcades sourcilières et le nez. Parfois avec les yeux, et très rarement la bouche. Au point que certains auteurs ont dit que ces statues sont muettes. Voilà une carte extraite d'un ouvrage qu'a publié la DRAC récemment. Donc c'est la répartition de ces statues menhirs. Ça commence à l'est de Castres, dans le Cidobre, la région de Brassac, les monts de la Cône, Murat-sur-Bèbre, les monts de l'Espinouse et Saint-Pons. Vous voyez, ça c'est le groupe du bas. Elles sont plus grandes et pas très décorées parce qu'elles sont en granit bongneiss, des roches cristallines qui ne permettent pas de faire des sculptures très détaillées. Par contre, au nord, dans ce qu'on appelle le Rougier, c'est-à-dire le bassin permien de cette Afrique, elles sont toutes en grès rouge et elles sont très bien sculptées, avec beaucoup de détails. Quels sont donc ces caractères? Donc, anatomiques pour les femmes, les seins, et puis ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire ce qui va les caractériser, c'est surtout les parures, des colliers qui sont représentés sous le visage. On remarque assez souvent des sortes de traits sur les joues qui sont interprétés comme des tatouages ou des scarifications. Et ensuite, comme chez les hommes, on a la ceinture, les jambes vues de face avec les pieds pendants, et les restes de vêtements. Alors on ne sait pas trop si c'est des plis ou si c'est des vêtements faits avec des bandes verticales. Voilà. Quant au dos, on a les omoplates en forme de crochet, souvent la chevelure au milieu, qui n'est pas tressée, qui est un peu comme une queue de cheval, mais parfois bifide, et avec une attache au bas, un peu comme nos catogans. Chez les hommes, on a
trois attributs principaux. On a ce qu'on appelle l'objet. C'est un baudrier. Il y a une courroie qui passe sur l'épaule gauche, qui est reliée à une boucle ou un anneau, et avec une forme pointue, et une bretelle qui passe dans le dos et qui forme un baudrier. Évidemment, difficile à interpréter, et on a cherché dans les objets de fouille à quoi ça pouvait correspondre. Ensuite, on a la ceinture avec souvent des boucles, mais c'est des boucles différentes des nôtres, parce qu'elles n'ont pas de traverse, elles n'ont pas d'ardillon. Les ardillons, c'est le métal, mais à l'époque de l'âge du cuivre, on ne faisait que des poignards, pratiquement, et des haches. On ne faisait pas des petits objets en métal. Alors, la position assise est bien nette sur pratiquement toutes les statues menhirs, avec les jambes pendantes. Et là, vous voyez sur celle de droite de Rieviel, trouvée dans le table, on voit même les genoux. Il y a un trait qui marque le genou. Et ça prouve bien que les cuisses n'ont pas voulu être représentées et que donc le personnage est assis. La bouche, je vous ai dit que c'était rare, et en plus quand elle y est, elle est un peu simiesque, je dirais. Donc c'est très rare d'avoir des figurations de bouche. Alors les omoplates, on a un traitement tout à fait particulier qui est propre aux statues menhirs du Rouergue. Ce sont ces espèces de crochets qui arrivent sur le dos et qui sont le prolongement des bras qui sont figurés sur le devant. Et au milieu, vous avez donc toujours une queue de cheval ou peut-être une tresse, mais il me semble que s'ils avaient tressé les cheveux, on aurait eu des motifs différents. Donc c'est plutôt une queue de cheval. Les vêtements, vous voyez, ils sont représentés de part et d'autre du corps, sous forme de grosses bandes en relief ou de cannelures. Ça a été interprété comme un vêtement plissé. Mais en réalité, on peut se poser quand même des questions sur la nature de ces vêtements. Donc j'ai cherché dans les ouvrages ce qu'on connaissait des vêtements préhistoriques. Pas grand-chose, parce qu'il faut des conditions exceptionnelles pour que ça se conserve. Malgré tout, on connaît deux cas. Un vêtement masculin et un vêtement féminin. Alors le masculin, vous voyez, il a été trouvé sur une momie séchée et congelée, trouvée dans les Alpes, à 3000 mètres d'altitude, sur le col de l'Otzal. Ce qui fait que ce corps a été appelé Otzi. Nos amis du Tyrol italien, puisqu'il est en Italie de quelques mètres à la frontière, il est sur la frontière entre l'Autriche et l'Italie, mais il est de quelques mètres en Italie. Grâce aux Autrichiens, le corps a été sauvé, la momie a été sauvée, parce qu'ils sont venus le chercher en hélicoptère, ils l'ont mis dans un frigo, de suite à l'Institut médico-légal, ils l'ont mis dans un frigo, et donc le corps est conservé. Mais après, les objets qu'il y avait autour, il a fallu faire une fouille. Donc une fouille dans la glace, c'est particulier. Tout cela est allé dans un musée à Bolzano. Bolzano, c'est la ville qui est au bout de la vallée de l'Adige, près de la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Et le corps est exposé, on peut le voir, il est dans un coffre de banque. Il y a un hublot énorme en verre, et à travers, on peut voir la momie. Otzi est mort, apparemment parce qu'il avait une flèche plantée dans le dos, qu'on a vu par radio, et il est mort sans doute d'épuisement en fuyant des gens qui voulaient le tuer. Et il est mort sur le sommet, et il s'est séché, puis de la neige est venue, puis de la glace, et il s'est conservé pendant 5000 ans. Alors le vêtement qu'on a retrouvé, c'est intéressant parce que il avait d'abord une cape qui est faite avec des fibres d'écorce d'arbres, et sur le corps lui-même, on a retrouvé une bonne partie d'une espèce de manteau qui ressemble au kaftan qu'on a au Proche-Orient, et qui est fait avec des bandes de peau de chèvre cousues bout à bout et de couleurs différentes. Il y a des bouts de peau noire, de fourrure noire, et d'autres de fourrure beige. Quand on voit ça, on se dit, ah mais les bandes qu'il y a sur les statues menhirs, est-ce que ça ne serait pas des lanières de peau de couleurs différentes? Bon, ensuite, ils portaient des jambières en peau de chèvre,
Il avait des mocassins en peau de cerf, qui sont à la fois cousus et qui étaient remplis de paille pour amortir les chocs. Donc là, on a le seul exemple. Mais quand même, quand on voit ce costume, on se dit que c'est assez près des statues menhirs. Parce que l'élément quand même qui maintient ce manteau, c'est une ceinture qui serre bien le manteau à la taille. Et c'est une ceinture qui est en cuir et qui ressemble un peu à nos bananes actuelles. C'est-à-dire qu'elle est repliée sur elle-même et cousue. Et à l'intérieur, ça fait un étui dans lequel il y avait plein d'objets. Alors, vêtements féminins, le seul qu'on connaisse, il a été trouvé dans une grotte funéraire en Espagne, une grotte dans la région de Murcie, extrêmement sèche. Ce qui fait que là, ce n'est pas le gel, mais c'est la sécheresse, l'absence d'humidité qui a permis la conservation. Donc il y avait le squelette d'une femme allongée sur une natte en raffia, et les restes d'un vêtement qui comportait deux éléments. D'abord une tunique en lin plissé, qui est un tissu très fin, fait avec du lin, avec des fibres cultivées. Et vous voyez, ils se sont servis du bout de l'attache de la chaîne, des fils de chaîne, pour faire des franges à la base. Voilà, donc on peut imaginer un grand tissu rectangulaire qu'ils ont dû plier en deux, faire une encolure en haut, et ensuite, pour mieux protéger le col, on a trouvé une chape qui est dans le même tissu de laine, mais qui avait été teinte en rouge avec du cinabre. Voilà donc l'aspect que devaient avoir les costumes féminins de l'époque. C'est daté aux alentours de 2600 avant notre ère. Le cinabre, c'est du minerai de mercure. C'est un poison extrêmement violent, mais qui a été utilisé beaucoup dans l'Antiquité en peinture, qu'on appelait le vermillon, ou rouge de Pompéi. Donc, quand il y a des mines de cinabre, le mercure n'est jamais à l'état liquide dans la nature, il est toujours oxydé. Et ça fait une très belle poudre rouge qui est un très bon colorant. Les ceintures, c'est les éléments majeurs du costume et dans lesquels s'exprime une grande variabilité. Et elles ont la particularité notamment de présenter des décors géométriques. Ça peut être des croisillons, des chevrons, des losanges. Parfois, c'est un simple élément qui a l'air roulé. Donc ça, dans ce cas-là, c'est peut-être des ceintures en cuir. Mais dans l'autre cas, avec tous ces décors, ça fait plutôt penser à des ceintures tissées. On connaît dans le monde beaucoup de tissus de ceintures tissées, notamment avec des motifs de chevrons. Ça peut être obtenu par deux techniques. Il y a la technique canadienne des Indiens Hurons, qui a été reprise par les Québécois, qui s'appelle la technique du fléché. C'est une technique qui s'apparente à la tresse, en fait. Et il y a la technique du tissage aux tablettes, c'est-à-dire que vous voyez les fils passent dans des tablettes percées, et en tournant ces tablettes, on fait monter ou descendre les fils de chaîne. Alors les boucles, vous voyez les boucles, elles peuvent être carrées, rectangulaires ou ovales, mais évidemment il n'y a pas de traverse, il n'y a pas de hardillon. Je ne sais pas trop quel était le mode de fixation de ces ceintures. Sans doute elles devaient être repliées sur elles-mêmes. La ceinture, je vous remets celle d'Otzi en dessin. Vous voyez, ça fait comme un étui cousu. Et à l'intérieur, il y avait quelques petits outils pour tailler le silex. Et surtout, il y avait un champignon médicinal du sol qui donne l'acide salicylique, l'aspirine. Donc déjà, il avait des connaissances. Alors on ne connaît, pour toute la préhistoire européenne, qu'une seule ceinture en tissu conservée. Elle a été trouvée sous forme d'un rouleau carbonisé de 2 mètres de long dans un site lacustre en Italie, à côté de Riva del Garda, qui est le site de Molina di Ledro. C'est un site de l'âge du bronze ancien, donc c'est un peu plus récent que les statues menhirs,
Mais c'est intéressant parce que ça nous montre là une vraie ceinture préhistorique. Alors, à une extrémité, on a les fils de chêne qui ont été tressés, qui forment une frange. À l'autre extrémité, on a les autres fils de chêne qui ont été tressés sur eux-mêmes de façon à former une boucle, qui n'était pas rigide, qui était souple. Sur le milieu de la ceinture, on a un décor, vous voyez, de losanges, parfaitement régulier, qui, à mon avis, a été fait au tissage à tablette. Voilà, donc là, on a quand même un bon parallèle pour nos ceintures Rouergat. Donc l'objet caractérise les hommes, c'est-à-dire que dès qu'on trouve un objet, on sait que c'est un homme. Mais parfois, c'est plus compliqué. L'objet, il y a un baudrier, il y a donc une lanière de cuir qui passe sur l'épaule gauche et qui passe ensuite sur le côté droit. Il y a une boucle ou un anneau, et puis il y a un élément triangulaire. C'est porté comme un baudrier actuel. Dans les fouilles, on a trouvé quelques objets qui ressemblent à ça. Notamment à la grotte du Resplendit à Saint-Pons, on a trouvé cette espèce de pointe en bois de serre avec le début d'un anneau en haut et 2 trous latéraux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur les statues menhirs. Mais on ne voit pas du tout quelle fonction ça pourrait avoir. Et puis dans quelques dolmens, on trouve des objets miniatures en jaillet. Le jaillet, c'est une espèce de charbon très dur, fossilisé. Mais comme elles font que 2 ou 3 cm de long, ça ne peut pas être ce qui est figuré sur les statues menhirs. Donc on se dit que c'est peut-être ça, des objets symboliques que portaient les enfants qui n'avaient pas le droit encore de porter un vrai baudrier. En fait, les points de comparaison, ils sont plus tardifs. On sait que dans l'Antiquité, dans les peuples de l'âge du bronze notamment, le poignard était porté toujours dans un baudrier. Vous voyez, là vous avez une statue en bronze de la Sardaigne du 7e siècle avant Jésus-Christ, où on voit ce baudrier, et c'est exactement le même que celui qui est sur les statues menhirs. Et puis à droite, vous avez une statue étrusque du 6e siècle, où le personnage, vous voyez, sur le devant, porte un poignard ou une petite épée qui est dans un fourreau, porté lui aussi par un baudrier. Ensuite, vous avez la première armure connue, c'est le rond qui est représenté à l'emplacement du cœur, vous voyez. On appelle ça le cardiophylax, qui aime le cœur, qui protège le cœur. Donc c'est un rond de bronze qui était à l'emplacement du cœur, devant et derrière, et qui servait à protéger le cœur d'une flèche éventuelle. Donc on en vient à l'idée que probablement ce baudrier, ce qu'on appelle l'objet pudiquement, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, que ça serait un poignard, porté dans son fourreau. Donc les poignards préhistoriques, souvent on ne trouve que le silex, ou le cuivre, parce qu'ils peuvent être en cuivre aussi. Mais dans quelques cas, dans des sites lacustres des Alpes, on a trouvé des poignards avec leurs manches. Et on voit que c'est quand même assez élaboré, c'est-à-dire il y a un pommeau en bois qui forme une fourche, qui est fixée sur le poignard avec une lanière d'osier et qui était collée. Donc c'est quand même des objets assez sophistiqués. Là, on a un autre poignard trouvé en Allemagne, mais qui est fait avec du silex venant d'Italie, et qui a une manche en sureau. Le sureau, c'est un bois creux, donc c'était plus facile d'insérer le silex à l'intérieur. Et au niveau de la garde, il y avait une attache avec une ficelle. Otzi aussi avait un poignard, un petit poignard de 4 cm ou 5 de long. Ça ne paraît pas très efficace, mais enfin, il avait ce poignard, donc, avec un manche en sureau, là aussi, et une ligature, d'une part à la garde, et d'autre part au pommeau, au niveau du pommeau, parce qu'il était suspendu dans un fourreau sur le côté. Le fourreau est en raffia tressé. Donc là, c'est tel qu'on l'a retrouvé dans la glace. Pourquoi des fourreaux? Parce que le silex est une roche qui tranche beaucoup, mais qui est très fragile. C'est comme du verre un peu. Donc si vous laissez tomber le poignard, il se casse. Ou au moindre choc, il risque de se casser. Donc il était important quand même de le protéger pour pouvoir le conserver quelque temps. Alors dans un ou deux cas, on s'est aperçu que
l'objet en question était décoré de chevrons. Vous voyez, là vous avez une vue grossie sur la statue de Rieviel, et on voit que la partie triangulaire de l'objet est décorée de chevrons, de petits traits incisés. C'est pareil sur cette figuration qui est plus abîmée, qui vient d'une statue cassée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, dans une tourbière, près de la ville de Stade, en Basse-Saxe, on a trouvé un poignard en silex avec un manche en cuir, et il était dans un fourreau qui est là aussi décoré de chevrons. Ça tend à valider l'hypothèse que l'objet serait un poignard. Alors voilà quelques exemples de poignards trouvés dans le Midi pour cette période, en gros entre 3000 et 2300 avant notre ère. À gauche, vous avez un poignard en cuivre, un des plus anciens trouvés dans la région. Au milieu, vous avez un poignard en silex d'origine provençale, qui est une vraie œuvre d'art. Hein. Ça peut rivaliser avec les beaux poignards qu'on connaît en Égypte à la même époque. C'est fait par des retouches par pression. Tout à fait à droite, vous avez 3 poignards en silex venant de Touraine, de la région du Grand Pressigny, qui ont été retravaillés localement par polissage. C'est un silex orangé qui prend une très belle couleur une fois poli. Voilà un autre poignard qui, lui, est un silex plaquette venant du Gard et qui était encore emmanché dans un morceau de côte de bœuf et fixé par de la colle. Alors la colle de la préhistoire, hein, c'est de la sève de bouleau bouillie qui se transforme un peu comme en goudron et qui devient très dur. On appelle ça la bétuline. Ensuite, on a des objets bizarroïdes que le docteur Arnal avait appelés idoles enseignes. Et ce sont des bases de bois de serre, de bois de chute. Hein. Ils ont été retaillés en mélangeant une languette qui est perforée. Alors, il y en a tout un tas qui ont été trouvés dans l'Aveyron, dans les grottes funéraires. Et puis lui-même, le docteur Arnal, dans la grotte de la Route à Saint-Martin-de-Londres, il a trouvé une idole enseigne qui s'insère dans un manche en os, qui est un morceau de radius de veau, et avec des trous pour des chevilles, apparemment. Donc je me suis amusé à refaire ce genre d'objet et à l'interpréter pas comme une idole enseigne, mais comme un manche de poignard, avec son pommeau en bois de serre. Je vous rappelle que la base du bois de serre, c'est un symbole solaire. Le cerf, c'est un animal qui tire un char avec le soleil. Le fait qu'il perde les bois avec le cycle de l'année, le cycle solaire, c'est considéré comme un animal vraiment très lié au soleil. Voilà, donc l'objet tel qu'il devait se représenter. Alors évidemment, la pointe, elle peut être soit en cuivre, soit en silex. Parce qu'on connaît des bases de lames qui ont le système de perforation triforé. Et voilà comment on interprète, si vous voulez, le port de ce baudrier avec la ceinture et le poignard dans son fourreau. Voilà, bon, évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, hein, c'est pas... Mais enfin, ça semble le plus plausible. Autre objet qu'on voit figurer sur les statues menhirs, c'est la hache perforée. Vous voyez là, sur l'épaule droite des personnages, on a un manche et puis on a un objet transversal qui correspond à une hache perforée. Alors ces haches perforées, c'est très rare, mais on en connaît quand même dans le Midi. Notamment une qui a été trouvée à Fabrègues, c'est-à-dire à côté de Montpellier. Pour perforer ces pierres, hein, ce sont des pierres dures, hein, on a des collègues expérimentateurs qui ont réussi à percer cette roche très dure avec un roseau et du sable. De la poudre de silex, en fait. L'astuce, c'est de cranter la base du roseau pour que le sable soit très abrasif. Il faut quand même 30 ou 40 heures de travail pour percer la roche. Alors l'intérêt de cette hache de Fabrègues, c'est qu'elle est en serpentinite, probablement d'origine rhénane. Donc ça vient de près des sources du Rhin, en Bavière.
Et là-bas, dans cette région, on a trouvé dans un site lacustre un sceptre sur le site de Cham-Elzen. C'est la même hache, exactement la même, dans un manche qui est une branche de bouleau décorée par des petits trous. Et en Hongrie, à côté de, pas très loin, donc, on connaît une statuette en argile où on voit un personnage qui tient le sceptre sur l'épaule. Donc il est évident que ce genre d'objet, ce n'était pas tout le monde qui pouvait l'avoir. C'était uniquement les chefs ou les rois qui avaient ce genre d'objet. Sous une forme plus banale, on connaît des haches perforées, alors en bois de serre. Certaines ont dû servir un peu comme nos mérins actuels, pour fendre le bois. Et d'autres emmanchées avec une hache polie. Ensuite, on a l'arc et les flèches. Alors, dans le cas de Morel, vous voyez, on a un arc et une flèche miniaturisés qui sont plutôt comme un symbole que comme des objets réels. Et dans le dos, on a des figurations assez bizarres. Certains ont pensé que c'était la bretelle du baudrier, mais je trouve quand même que ça ressemble, avec la pointe losangique au bout, là, ça ressemble quand même à des flèches. Ou à un carquois. Voilà encore d'autres arcs, toujours avec des pointes, une seule pointe de flèche à pointe triangulaire. Là, de nouveau, vous voyez, c'est très codifié, hache perforée, flèche et arc. Là, simplement une flèche et un arc. Mais dans le dos, on a, à moins d'admettre que les hommes aient pu avoir des queues de cheval en chevelure, mais ça paraît peu probable, parce qu'on voit sur le haut de ce qui est représenté là, qui est attaché au baudrier, on voit une espèce de creux là qui semble indiquer qu'on a un objet creux. Donc ça ressemble plutôt à un carquois. Sur celui-ci, vous voyez, on a un objet avec une espèce de boucle en haut, et ça ressemble aussi à un carquois. Alors les carquois préhistoriques, on en connaît quelques-uns. On revient à Otzi, donc dans les Alpes, on a retrouvé à côté de lui l'arc, le carquois et une dizaine de flèches. Alors le carquois, il est en cuir, sur une armature de bois, et l'arc est en bois d'if, il fait 2 mètres de long, et il y a une dizaine de flèches, dont 2 ont gardé leur pointe en silex. Les flèches étaient faites le plus souvent en bois de viorne. On connaît aussi des flèches en Espagne, dans une autre grotte sèche, la grotte de los Murciélagos, la grosse, près de Granade. Ce sont des flèches qui peuvent être en roseau ou en bois, mais l'intérêt, c'est qu'elles ont gardé une partie de leur empennage, c'est-à-dire des traces de plumes, qui étaient fixées par une ficelle et de la colle. Alors, la découverte la plus spectaculaire dans ce domaine, elle a été faite au col du Schniederschlor, c'est dans les Alpes bernoises. Il y a un glacier qui a fondu, à 2800 mètres à peu près, et on a trouvé plein d'objets. Alors, ils se sont dit, on va trouver un autre Otzi, qu'ils ont déjà appelé avant de l'avoir trouvé. Ils l'ont appelé Schnidi, parce que c'est le col de Schniederschlor. On a trouvé notamment un étui à arc, et il contenait l'arc lui-même, en if. Puis on a trouvé des souliers, on a trouvé un peu de tout, mais pas de corps. Alors les flèches, par contre, évidemment, les flèches, on les connaît à profusion, en silex, et notamment, on a cette espèce de flèche dun-dun, dite en sapin. C'est en roche qu'on trouve sur le Larzac, une chaille, et c'était fait localement par les Aveyronais. On n'est pas tout à fait dans le territoire des statues minières, on est un peu plus au nord-est, c'est-à-dire sur le Larzac et dans la région de Rodez. On les trouve surtout dans les dolmens, au point que certains préhistoriens ont considéré que les Aveyronais étaient des gens particulièrement belliqueux à l'époque. Et on s'est aperçu effectivement qu'on pouvait trouver ces flèches fichées dans des corps, en Bas-Languedoc notamment dans une grotte qui se trouve au Matel, à côté de Montpellier. Il y a eu toute une littérature là-dessus où on a dit « Ah mais ça, c'est le résultat d'un raid des Aveyronais qui ont tué les Matellois de l'époque et ils ont été enterrés dans une grotte. » Un autre objet, mais qui ne représentait qu'une seule fois,
c'est cette crosse, vous voyez, sur la statue de Paille Malbio. Grâce à notre ami Pierre Pétrequin, qui a fouillé dans les lacs de Chalin, dans le Jura, on peut comprendre ce que c'est. C'est un bâton de jet, c'est-à-dire une espèce de boomerang, qui servait probablement à chasser des oiseaux. En fait, il est tranchant d'un côté et massif de l'autre. C'est fait pour être lancé. Par contre, je ne sais pas si comme le boomerang, il revient vers le chasseur. Il faut faire des essais. Les dames, maintenant. Voilà la plus belle statue menhir du Midi. C'est la dame de Saint-Cernin-sur-Rance. Donc c'est celle qui a été trouvée, une des premières, par l'abbé Hermé. Elle est dans tous les manuels de préhistoire. Voilà. Donc on la reconnaît avec les seins, les colliers, et puis ce qu'on appelle la pendeloque en Y. Vous voyez, entre les seins, il y a un collier qui pend avec une longue pendeloque. Alors évidemment, on a cherché dans le mobilier archéologique contemporain si on pouvait trouver de tels objets. Là, on a des colliers sur celle d'Albespie. Ce n'est pas une dame qui presse ses seins au milieu de la poitrine. Hein, non, en fait, ce sont deux pendeloques. Le sein, il est représenté, vous le voyez notamment sur la main gauche, il y a un rond. On a l'impression que le sculpteur ne savait pas comment faire, et il a fait le sein sur la main. Bon, c'est assez bizarre. Par contre, sur celle de droite, on a le collier avec la pendeloque en Y. En voilà d'autres. Notre ami Rodriguez a trouvé dans les grottes de Saint-Pons beaucoup d'objets de ce genre, qui sont des baguettes en bois de serre encochées, et qui donc étaient suspendues. On pense que c'est peut-être une sorte d'outil. Peut-être que les dames portaient une sorte d'outil de ce genre en pendentif. Mais on connaît évidemment d'autres types, hein, notamment des pendeloques striées, et même des pendeloques en cuivre, qui peuvent faire jusqu'à 10-12 cm. Là, on a une statue d'un style beaucoup plus épuré, avec simplement les colliers et les seins. Et dans le dos, là, toujours pareil, la queue de cheval avec la ligature à la base. Alors, ces colliers, évidemment, dans les dolmens, on trouve beaucoup d'objets de parure. Les dolmens, ce sont des tombes. Donc, les corps étaient déposés avec tout leur équipement, sans doute habillés, pour peu qu'on se soit bien fouillé et tamisé. On trouve les restes de colliers. Souvent, ce sont des perles calibrées qui sont faites en roche tendre, qui est le talc. Alors, on appelle ça la stéatite. C'est une roche parmi les plus tendres qui existent. Donc on trouve toutes ces perles qui étaient faites donc en série. Et dans d'autres cas, on trouve des perles en jaillé, c'est-à-dire en une espèce de charbon fossilisé, qui servaient dans les temps modernes pour faire les chapelets. Voilà. Alors maintenant, on en arrive aux transformations. Évidemment, les statues menhirs, ce n'est pas des dieux qui seraient figurés sous une forme figée. Ce qui fait que certaines ont été transformées. Alors là, je vous demande de regarder les pieds de ces deux statues. Vous voyez, elles ont 4 pieds. On suppose que peut-être, comme elles étaient plantées dans le sol, que peu à peu elles se sont enterrées et qu'on a regravé les pieds. Alors là, on en a une qui est tête d'êche, trouvée à Martrin, donc vers Sainte-Afrique. Elle est en grès. D'un côté, à droite, vous avez la première, où on voit des seins et les restes d'un visage. Elle a dû être abîmée, et donc ils l'ont replantée dans le sens et resculptée. Ensuite, on a toute une série de statues menhirs qui ont changé de sexe. Alors voilà, c'est pas des transgenres, c'est que probablement ces statues menhirs devaient représenter des ancêtres, des fondateurs de clans, des personnages importants, et puis dont on conservait la mémoire pendant quelques générations. Puis lorsqu'on l'avait oublié, on mettait un autre personnage à la place. Ou si quelqu'un d'autre un autre clan prenait le pouvoir, on changeait. Mais c'est intéressant parce que ça nous montre que ces sociétés néolithiques, de la fin du néolithique, qu'on considère comme des sociétés de guerriers, en réalité, les personnages importants, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes. Donc c'est des sociétés qui, en général, étaient fondées sur le lignage.
C'était organisé par clans familiaux, et probablement il y avait des ancêtres vénérés plus que d'autres, et des gens qui avaient des prérogatives plus importantes que les autres. Voilà. Donc on leur consacrait un monument. Est-ce que c'était au moment du décès ou de leur vivant? On ne sait pas trop. En tout cas, on n'a jamais trouvé d'ossements au pied des statues menhirs. Donc on ne peut pas dire que c'est des stèles funéraires. Toujours est-il qu'elles ont changé de sexe plusieurs. Dans le cas présent, on a une statue d'abord masculine avec l'objet, puis l'objet a été martelé et on a rajouté des seins pour faire une femme. En voilà d'autres, dont l'objet a été martelé ou sur lesquels on a rajouté des seins. Une curieuse, vous voyez, où les pieds ont été remontés pratiquement au niveau du bassin. Voilà. Celle-ci, qui était d'abord masculine, avec une hache perforée, qui est devenue féminine par ajout de collier et ajout des seins. Là, c'est pareil. D'abord une féminine, et qui a été retransformée avec des attributs masculins. Alors celle-ci, c'est la plus remarquable parce qu'elle a subi beaucoup de transformations. La photo a été publiée par l'abbé Hermé à la fin du XIXe siècle, mais malheureusement, elle a été perdue. Elle a dû être gardée par les propriétaires qui soit l'ont vendue, soit l'ont mis dans un coin, et malheureusement, on ne peut plus la revoir. Donc c'est celle des Aribates, trouvée à Murat-sur-Vèbre. Or là, il y a tout un tas de transformations. C'est d'abord une masculine qui est devenue féminine, puis remasculinisée, et puis de nouveau féminine. En gros, dans le groupe Rouergat et Saint-Ponien, il y a deux grands styles. Un style plus ou moins figuratif, que l'on vient de voir, et puis vers la fin de la période, c'est devenu de plus en plus schématique. On ne retrouve pas toutes les composantes, tous les caractères des Rouergat. Par exemple, pour les hommes, sur celle de Verrières, on voit l'objet, évidemment, qui est figuré, mais il n'y a pas le baudrier. On voit les pieds, ça fait plutôt pattes d'oiseau que pattes d'humain. On voit la boucle, mais il n'y a pas la ceinture. Donc, vous voyez, le style devient de plus en plus schématique, quoi. Et pour les femmes, on ne représente que les colliers. En voilà une autre, Tauriac. On appelle ça le style de Tauriac. Ce style, il est surtout à la limite de l'Hérault et de l'Aveyron. Donc là, on a une féminine avec simplement les colliers, une masculine avec simplement l'objet. Et récemment, notre collègue, la Michel Maillet, dont je parlais au début, a trouvé une statue menhir en place dans un champ, aux Fayettes, donc toujours dans ce même coin là, et il a commencé à faire des fouilles. Donc la statue menhir, vous l'avez là, elle est du style de Tauriac, avec des colliers. Sous la statue menhir, il a trouvé une espèce de plateforme empierrée, qui était sans doute la base, l'autel sur lequel elle était placée. Et puis il a fouillé tout autour, et là il a trouvé tout un village de fondeurs de cuivre. Parce qu'il y a plein de mines là, dans le coin, du Fayet, Brusque, tout ça, c'est plein de mines de cuivre. Et donc ils ont trouvé des fours pour fondre le cuivre, le minerai, de cuivre et de plomb. Et donc la fouille se poursuit, elle est toujours en cours. Je termine par cette conclusion textuelle. Vous avez vu que c'était très codifié. Certaines figurations sont réalistes au niveau des dimensions, d'autres représentations sont simplement symboliques. Ce sont des attributs qui marquent le genre. Contrairement à d'autres régions où, si vous voulez, le groupe Rouergat par rapport aux autres régions d'Europe se différencie par le fait qu'on ne voit pas très clairement si les armes sont en cuivre ou en pierre. En Italie, on a des stèles qui sont couvertes d'armes, tout en cuivre, parce qu'on reconnaît très bien les formes. Donc il y a une valorisation non seulement des armes, mais aussi du métal. Tandis que là, dans le groupe Rouergat, curieusement, on n'a pas de preuve absolue que les objets étaient en cuivre. Mais on sait que ces gens exploitaient le cuivre. On est à un changement d'ère. Hein. On passe de l'âge de pierre à l'âge du métal. Quant à la signification, ce n'est pas des dieux ni des déesses, c'est probablement des personnages puissants qui ont eu du pouvoir à l'époque et pour lesquels on a érigé ces monuments à leur honneur. Et aussi pour marquer le territoire.
Ça servait aussi de borne territoriale. On savait que tel statut, c'était tel clan, et que ce clan, c'était ce territoire-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en avait que dans cette région? Pour l'instant, on n'en a trouvé que là, et quelques d'autres en Languedoc. Mais peut-être qu'il y en avait ailleurs, dans les autres régions, mais elles ont disparu parce qu'elles étaient en roche qui ne se conservent pas, ou parce que les mises en culture, les pratiques chrétiennes qui obligeaient à casser les monuments anciens, les mégalithes, considérés comme des monuments païens, ont fait que beaucoup de choses ont disparu, évidemment, depuis la préhistoire. Je vous remercie de votre attention.